Ah, non, j'avais le micro coupé. Ok, je recommence. Est-ce que vous m'entendez à présent? Oui. Ok, Oui. super. Bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, est-ce qu'il y a des questions, que ce soit sur le cours, sur l'examen, sur ce qu'il fallait préparer, sur la matière? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez me demander? Monsieur, Oui, je t'écoute. les examens, ils sont reportés alors? Ou pas du tout? Les examens, ils sont reportés? Non. Pourquoi est-ce qu'ils seraient reportés? Ah, la question. Que Non, non. c'était quand normalement? Après les 2 semaines de Noël. Oui, c'est ça. Et ça reste comme ça. Et ça reste comme ça. Ce qui peut avoir changé, c'est avant Noël, la semaine du 14 décembre, vous aviez normalement certaines interros ou quoi qui, elles, pourraient être annulées ou quoi. Je sais bien qu'en mécanique, par exemple, on a décidé de vous annuler l'interro qu'il y avait à Toussaint, qu'au début on avait reporté, mais là on l'a juste annulé. Par contre, l'examen, votre session d'examen, elle reste là, vous aurez vos examens. Normalement, je pense que vous aurez l'horaire de la session cette semaine, genre le 3 décembre ou quoi. Mais me prenez pas quand même trop pour une source sûre. Mais ça devrait pas trop tarder. Là, aujourd'hui, vous devriez recevoir votre horaire pour la semaine du 14 et fin de semaine pour la session d'examen. Et là, on verra ce qui peut être organisé en distanciel, en présentiel. En mécanique, on a demandé à faire du présentiel, mais on verra si on l'obtient ou pas. Voilà, voilà. Et monsieur, Oui. j'ai une question. Genre les, les contrôles permanents, genre, c'est fini ou bien on va continuer jusqu'en janvier à les faire? Ce que vous devez préparer chaque semaine? Oui. Ben, sachant que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de cours, il en reste un, celui de la semaine prochaine, mais c'est tout. Ok, ça va. Voilà, J'ai c'est... une question par rapport à ce que Van Larbeek, des vidéos de Van Larbeek. Ok, attends, je vais juste terminer avec la question juste avant. Donc, en fait, à partir de tout ça, comme vous l'avez remarqué, au lieu d'avoir 4 heures de cours par semaine, vous aviez 2 heures de cours par semaine. Et donc, c'est juste pour compenser pour ces 2 heures par semaine qui vous manquent. Donc, la semaine prochaine, vous avez encore une fois cours, et donc vous allez encore avoir une fois un libre, et c'est tout. Vas-y, la question Ok. par rapport à Monsieur Van Larbeek. C'était, vous voyez, avec la poulie, là, genre, il avait fait 55 millions de joules. Oui, Et après, il a dit qu'il avait divisé par 3 600 000. oui, c'est ça. Mais c'est pas 3 600. Il faut diviser par 3 600. Alors, si tu veux des kilowattheures, donc, si tu divises par 3000, si tu divises par 3600, ça donne des watts-heures. Mais lui, il le veut en kilowattheures, donc c'est encore fois 1000. Donc c'est 3,6 millions. Et là, c'est des kilowattheures. Ah, ok. Moi, je pensais que c'était juste 3 600. Non, c'est juste si, si tu le veux par heure, tu vois, il y a 3600 secondes, donc tu fais 3 à 3600. Si tu veux en kilowattheures, il y a encore un facteur 1000 en plus. Ah, ok, ok. Merci, monsieur. Pas de souci. Oui, il l'a fait un peu de mémoire parce qu'il sait par cœur que 3,6 mégajoules, c'est égal à 1 kilowattheure. Ça, c'est parce que c'est une unité qu'ils n'ont pas très souvent. Sinon, on aurait pu tout transformer, hein, en disant que les watts, c'est des joules par seconde, et puis y aller comme ça. Mais il connaît par cœur cette unité-là, lui. Monsieur, Ça va? Ok. Oui? vous voyez le dernier exercice qu'on avait au Oui? livre? C'est pas possible de le faire ensemble parce que j'ai pas su le faire, il était compliqué. On peut faire... Je peux faire ça rapidement avec vous. Peut-être pas tout en entier, mais juste réfléchir ensemble ce qu'il fallait faire. Ça va? Oui. Donc, vous aviez... Je vais me faire un peu plus de place. Vous aviez ici un ressort avec une masse liée à une poulie liée à une autre masse. Celle-ci, on l'appelait la masse 2, celle-ci la masse 1. D'accord? Et là, on avait la poulie. Et là, un ressort. Ici, il y a plusieurs objets dans mon système. Donc, je peux dire que si je regarde par exemple l'énergie au moment 1,
c'est l'énergie de mon ressort au moment 1, plus l'énergie de ma masse 1 au moment 1, plus l'énergie de ma poulie au moment 1, plus l'énergie de M2 au moment 1. T'as réussi à faire aucune des deux parties ou pas la deuxième mais bien la première? J'ai réussi à faire la première, mais pas la deuxième. Ok, bah alors je vais faire tout de suite la deuxième. La deuxième, après, on te dit que ton ressort, il est allongé de 1 cm. Donc tu as ta masse 1 ici, qui est reliée à la poulie ici, qui est liée à M2. Et donc si ton ressort est allongé d'1 cm, ici tu as avancé d'1 cm. T'es d'accord avec moi? Oui. Oui. Ok. Et là, bah, en fait, l'équation reste la même chose. L'énergie au moment 2, c'est l'énergie de ressort au moment 2, plus l'énergie de la masse 1 au moment 2, plus l'énergie de la poulie au moment 2, plus l'énergie de la masse 2 au moment 2. D'accord? Oui. Et ton équation générale, c'est de dire que l'énergie au moment 1 va être égale à l'énergie au moment 2, mais qu'il va y avoir une perte d'énergie. Perte due à quoi? Il y a ici des forces de frottement, et il y a ici sur la poulie un couple résistif. Et donc tu dois en plus tenir compte du travail des forces de frottement, plus le travail du couple résistif. Ok. Ça va, ça c'est le début. Après maintenant, il faut calculer tous ces termes. Typiquement, ton ressort, au moment 1, il n'a pas d'élongation ni de compression, donc il n'y a pas d'énergie dans le ressort. Ta masse M1 au moment 1, elle est immobile et en plus, on voit bien qu'elle ne va pas changer de hauteur. Si on décide qu'ici, c'est l'énergie potentielle de M1, bah, ça vaut 0. On voit que ma masse ne change pas de hauteur. Donc si j'ai 0. Ma poulie au début, elle est immobile. Et en fait, j'ai juste ma masse M2 qui va descendre. Alors là, je pourrais choisir, c'est toujours bien de choisir le niveau pour M2 d'énergie, le niveau d'énergie potentielle pour M2 qui soit au niveau de la masse la plus basse. Ce qui fait que ici, on est à M2G 1 cm. T'es d'accord avec moi? Qu'on a 1 centimètre. Ah Ma oui, masse oui, oui. M2, elle est 1 cm plus haut Oui. qu'au moment 2. C'est toujours l'un par rapport à 0. Alors là, je suis en EP égale M2GH, mais mon H, c'est quoi ici? C'est 1 cm. Oui. Et donc, je vais l'écrire plus M2, G est 1 cm en mètres, c'est 0,1. 0,01, pardon. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Mon ressort, une fois que je suis au moment 2, il est allongé de... Hop, on va le faire en orange. Il est allongé de 1 cm. Et donc j'ai une certaine énergie, 1 demi K, et là je vais mettre 1 cm, donc 0,01 au carré. Ma masse M1, elle n'a pas changé de hauteur, donc il n'y a pas d'énergie potentielle, mais elle bouge. Donc c'est 1 demi. Si je vais trop vite, tu le dis, hein. M1 V carré. Ma poulie aussi, il n'y a pas d'énergie de potentiel, elle n'est pas en train de tomber ni rien, mais elle tourne. Donc là, j'ai de l'énergie cinétique de rotation, c'est 1 demi I oméga carré. Et ma masse 2, elle a une certaine vitesse. Et je vais mettre plus 0 parce que si ici je suis en mg 0,001, ici je suis en 0, puisque j'ai choisi ici un nouveau niveau 0 d'énergie, où je serai en 0. Comme ça là, je peux dire que je suis en 1 cm.
Monsieur, Oui. vu que là, il change de hauteur, c'est pas MGH ou plus MGH. Genre 1,5 fois M2, V2 plus MGH. Je sais pas si... Comme ça? ouais. Alors, non, parce que chaque fois, si j'ai quelque chose qui est là, qui descend ici, le mieux c'est de dire que ceci c'est l'énergie potentielle qui vaut 0. Donc ça veut dire que là on a 0. Et donc ici j'ai en haut, si ici j'ai une hauteur h, mgh. Mais tu vois, le h c'est toujours par rapport à où on est à la fin. À où on a mis ce niveau d'énergie potentielle 0. Ah, d'accord. Et donc ici je définis moi-même, l'endroit où sera la masse 2 à la fin, c'est mon niveau 0. Alors j'aurais pu choisir un autre niveau, j'aurais pu choisir celui-là par exemple. Mais je connais pas cette hauteur-là. Et donc ça complexifie un peu tout. Il y a moyen, mais ça complexifie les choses inutilement. Donc on met 0. Donc ici, on choisit plutôt que le niveau 0, ben, c'est au point le plus bas de M2. Comme ça, c'est chouette, dans une de mes équations, j'ai un 0 justement. Plutôt que d'avoir un terme ici, MGH, et là un terme MGH plus 0,01. Ok. Oui, sûr? Ouais. Hop. Voilà, ça c'est la partie la plus compliquée. Alors on peut aller un tout petit peu plus loin. Ici j'ai un demi K 0,01 au carré, plus un demi M1 V carré, plus un demi. Et alors l'inertie, ici on disait que c'est un disque plein, donc c'est la masse de la poulie fois son rayon au carré sur 2. Ça c'est l'inertie de la poulie, c'est I ça. Et oméga, rappelez-vous j'ai V égale oméga R. Ça c'est le lien entre la vitesse tangentielle et la vitesse angulaire. Si je tourne, ma vitesse tangentielle elle est là. Et ici j'ai un lien avec une vitesse angulaire oméga. Et donc si j'ai V égale oméga R, c'est-à-dire que oméga, c'est égal à V sur R, si je fais passer le R en dessous. Et donc, oméga carré, c'est V sur R au carré, plus 1 demi M de V carré. Et donc, on peut remplacer ça dans mon équation de départ. E1, c'est M2G fois 1 cm. Ma force de frottement, ici, ça c'est quoi? C'est le produit scalaire, la force de frottement et la distance ici qui a parcouru, là en s'allongeant d'un centimètre. Ici, on voit bien que ma distance, elle va comme ceci. Et mes forces de frottement, elles poussent dans l'autre sens. Donc j'ai un angle de 180 degrés. Donc je vais avoir ici la force de frottement fois D fois le cos de 180. Ça, c'est la définition du produit scalaire. Et donc c'est égal à moins la force de frottement fois D. La force de frottement ici, on est en cinétique. Vous devrez avoir l'habitude de ça. C'est moins μc fois N fois D. Et ici, j'ai juste un plot qui est sur le sol. Donc il y a son poids qui tire vers le bas, qui est contrebalancé par la normale. Donc dans ce cas-ci, N égale P. Et donc j'ai moins μc, c'est la masse M1, donc M1G, fois la distance parcourue, donc 0,01 cm. Ça ne change pas comparé à la première partie de l'exercice. On a ceci. Ensuite, on a le couple résistif. Le couple résistif, le travail du couple résistif, alors ce sera toujours opposé, ça s'oppose au mouvement, donc je vais avoir moins. Le couple résistif. Et alors vous voyez, pour les travaux des forces, on a la force fois la distance. Mais ici, on a un couple c'est un moment de force, hein. Donc on est en rotation, les forces deviennent des moments, et donc les distances deviennent des distances angulaires. Avant, je faisais 1 mètre, mais ici, je ferais par exemple 30 radians.
Et donc ici, il me faut un angle, θ. Donc ce qui m'intéresse en fait ici, c'est sur ma poulie, je fais un certain angle θ. Mais on ne connaît pas cet angle θ. Par contre, ce qu'on sait, c'est que j'ai une corde ici. Hop. Alors je vais aller dans l'autre sens, hein, puisque θ va aller dans l'autre sens. Hop, ici j'ai un angle θ. Mais si ma corde est tirée d'1 cm vers le bas, je sais qu'ici, ma corde, elle va bouger. Attendez, je vais le faire comme ça, plutôt ça m'arrange mieux. Ma corde, elle va bouger d'1 cm. Et donc il me faut un lien entre l'angle qui est à l'intérieur et cette longueur sur le côté. Et ce lien, c'est que ma longueur d'arc, que je vais appeler L ici, c'est égal à θ fois R. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu en maths normalement. Où θ doit absolument être en radian. Et là, rappelez-vous, en fait, c'est la même chose pour toutes les formules. Chaque fois quand on fait le lien entre la variable qui est en mètres ou en mètres par seconde ou en mètres par seconde carré, donc tout ce qui est variable en translation, on a un lien avec la variable angulaire, l'angle, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. C'est quoi ce lien si on fait juste fois le rayon? Donc ici, si je cherche juste θ, θ c'est la longueur de l'arc divisé par R. Et la longueur de l'arc, ben, comme tout bouge de 1 cm, sur ma poulie, ça a bougé d'1 cm. Et donc ici, je peux remplacer mon θ par 1 cm divisé par le rayon. Donc, je vais l'écrire. Et ça, c'est égal à E2. E2 qui vaut quoi? Qui vaut tout ce qu'il y avait de là de l'autre côté. Donc 1,01 au carré plus 1 demi M1V carré. Hop, on va faire un peu de place. Plus 1 demi la masse de la poulie R carré sur 2 sur V carré R carré plus 1 demi M2V carré. Et puis là, il fallait résoudre. Sachant que vous avez du V carré partout, donc ça c'est une équation en fait du premier degré en V carré. Ça va, je ne vais pas aller plus loin que ça. Là, j'ai fini de mettre en équation. Sachant qu'en fait, tout ceci, vous l'aviez déjà calculé dans la partie 1 de l'exercice. Ça ne change pas puisque c'est la même condition initiale. Et qu'en fait, à droite, la seule différence comparé à avant, c'est qu'ici, on est à 0,01 cm et plus à h. Et qu'à droite, on a tous les termes de vitesse en plus. Ma masse 1 a une vitesse, ma poulie tourne et ma masse 2 a une vitesse. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou est-ce que ça vous semble compréhensible maintenant? Monsieur, Oui. la partie 1.1, à la fin, quand on calcule, ben, il n'y a que le M, il y a que l'énergie de M2 au moment 1. Oh, oui, c'est ça. Ceci. Ouais, ok. Au moment 1, tout ce qu'on a, c'est de l'énergie potentielle. S'il n'y avait pas de gravité, ça resterait comme ça. Mais là, il y a la gravité qui va tirer M2 vers le bas. Ça lui donne une certaine énergie. Et ça va être converti après. Et ça va partir dans tout le système de manière équilibrée. Il y a une partie qui va partir dans le ressort, une partie qui va partir en vitesse, etc. Et pourquoi le ressort, l'énergie du ressort, elle est à 0? Au début, Oui. parce que ton ressort, il n'est pas encore allongé. Donc, quand un ressort est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il est à sa position stable, à son endroit où, si tu le tiens pas, il se trouve, il n'a pas d'énergie.
Il va avoir de l'énergie dès que tu commences à le tirer ou à le compresser. Là, il va stocker de l'énergie. Ok. Toi, c'est un peu, si tu imagines un ressort, s'il est comme ça, il se passe rien. Par contre, si jamais tu commences à pousser avec ton doigt pour qu'il soit compressé, alors là, dès que tu vas le lâcher, bah, il va sortir comme ça, il va libérer de l'énergie. Pareil dans l'autre sens, si tu le tires très loin, dès que tu vas le lâcher, il va repartir comme ça, il va libérer l'énergie dans l'autre sens. Par contre, s'il a sa position d'équilibre, ici, bah, si tu le lâches, il reste comme ça, il se passe rien, il n'y a pas d'énergie stockée dedans. Ok. Oui? Ok. Est-ce que vous voulez que je vous laisse jusque demain pour finir cet exercice-là? Ou pas? Oui, monsieur. Ok. Oui. Je vais vous laisser jusque demain, mais je vais faire ça maintenant. Juste pour celui-là, pas pour ceux avant. Mais comme il était plus dur et qu'en plus vous avez cours le lundi, je change ça tout de suite. Monsieur, j'ai une question. Attends 2 secondes, je termine de faire ça pour essayer de pas me planter. Voilà, c'est changé. Vas-y, je t'écoute. Monsieur, donc finalement, on aura l'examen présentiel ou oral avec vous? On sait pas encore. Oh, vous savez pas encore. On... Pour l'instant, en fait, la direction nous a demandé de préparer les deux cas de figure. Et je pense qu'on saura le 3 décembre, mais je ne suis pas sûr. Et donc, a priori, fin de semaine, on devrait plus ou moins être fixé. Mais dès qu'on le sait, on vous prévient, évidemment. Comme ça, vous savez comment vous préparer, etc. Moi, j'espère qu'on aura du présentiel. Et comme dans la presse, ils viennent de dire qu'a priori, si on avait des bonnes raisons de faire un présentiel, on pouvait. J'espère qu'on pourra. Pourquoi il n'y a que des 1,5? Oui, c'est vraiment ça. Les formules, c'est 1,5 mv carré, 1,5 k delta L carré, etc. Ça vient d'où le 1,5? Ça vient des intégrales, en fait. Je sais pas si tu as déjà vu les intégrales, mais l'intégrale de x par rapport à x, ça donne x carré sur 2. En fait, on a beaucoup d'intégrales de ce style-là pour arriver à ce genre de formule, donc il y a plein d'1,5 qui arrivent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on avance? On avance. On avance? Ça marche. Alors je sais bien que quand j'écris, souvent j'efface des parties, hein. Vous voyez ici, j'avais fait plein d'explications que j'ai effacées. Maintenant, comme d'habitude, à 14 heures au plus tard, j'aurai mis les vidéos de ce qu'on a eu ensemble qui est en train de s'enregistrer. Et donc vous pouvez toujours regarder ce que j'avais écrit à ce moment-là. Monsieur, on va entamer quel chapitre aujourd'hui? Alors on va faire ce que vous aviez préparé aujourd'hui pour le livre. On va terminer un peu de l'énergétique et s'entraîner de nouveau avec des ressorts, etc. On va faire des exercices compliqués d'énergétique pour le dire autrement. En fait, aujourd'hui, mon but, c'est de faire 2 exercices. Celui-ci, avec une poulie et de masse, et un ascenseur qui tombe. Si on fait ça aujourd'hui, je suis content. Ok, bah du coup, partons là-dessus. Donc ici, ouais, je vais vous l'expliquer juste comme ça. Vous avez une masse M1 reliée à un fil via une poulie à une masse M2. Et à ce moment-là, le système il est à l'arrêt. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui le tient. Et puis on lâche et ça va descendre pour arriver jusqu'en bas. Alors moi, je vous conseille toujours d'essayer de représenter les deux moments. Hop, je le fais à main levée. Voilà. Donc ici, j'ai ma masse 1,
ma masse 2. Ça, je vais appeler ça le moment 2 en rouge. Et je vais appeler en noir le moment 1. Alors, le moment 2, c'est pas quand on est au sol, c'est juste avant qu'on touche le sol. Parce que la question qu'on vous pose ici, c'est de connaître la vitesse, hop, de trouver la vitesse à laquelle la masse M2 touche le sol. Donc on la lâche d'une vitesse nulle d'ici, et on aimerait savoir à quelle vitesse elle vient de toucher le sol. À 1 km à l'heure, à 20 km par heure, à 3000 km par heure. Pardon. Ok. Comment est-ce que vous résoudriez ça? Est-ce que vous avez une idée? Sachant que on va avoir des forces de frottement ici, entre la masse M1 et le bord, que ma poulie elle a une masse de 2 kg et un rayon de 10 cm, qu'on vous donne l'angle alpha ici, et qu'on connaît les masses des deux, masse M1 et M2. Comment est-ce que vous feriez? Donc là, monsieur, le déplacement de la masse M1, on doit la calculer, non? Ou pas? Oui, on va en avoir besoin de fait. On commence par mettre les énergies qu'on a. Ok, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ben, on a l'énergie au M1, au moment 1. Ouais, c'est ça. Donc, si je regarde l'énergie du système, si je fais comme tantôt, j'ai l'énergie de la masse M1 au moment 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie que je vais devoir considérer? L'énergie M2 On a en l'énergie moment de 1. M2, La poulie, La poulie aussi. Hein. énergie de la poulie, et voilà. et voilà. Ce qui veut dire que pour M2, puisque c'est le même système, j'aurai la même chose évidemment. J'ai E2 et il y a l'énergie de M1, décidément, de M1 au moment 2, plus l'énergie de M2 au moment 2, plus l'énergie de la poulie au moment 2. Et ça va me permettre d'écrire quoi comme équation ça? Donc j'aurai E1 Est égal à E2. égale à E2, mais est-ce qu'il Et y a des travaux en plus? oui, travail de frottement. C'est ça. Plus le travail des forces de frottement qui jouent ici. Ok, là on a fait... Franchement, si vous m'écrivez ça, l'examen c'est déjà très très bien parti. Hein. C'est l'élément le plus important, c'est être capable de regarder un peu c'est quoi mon système, c'est quoi les travaux. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est calculer un peu chacun de ces éléments-là. Par quoi est-ce que vous voulez commencer? Travail de frottement. Travail de force de frottement, ça marche. Comment est-ce qu'on calcule ça? Trouve N avec la masse M1. Ok. Donc ça veut dire que pour ça, j'ai besoin de mes forces ici. J'ai N qui va ici. Je le fais pour vous, hein, cette partie-là. J'ai P qui vient ici. J'ai la tension qui vient ici. Et moi, je cherche N. N, ça vaut quoi? N, C'est P. c'est PY. PY. Hein. Voilà, attention, c'est PY. Hein. On voit que Ouais, N exact. ici, il vient contrebalancer PY. Et donc, j'ai N égale PY. Et PY, c'est P fois cos fois sin de alpha. Fois cosinus. Donc, mon angle alpha, il se retrouve ici. Et donc, c'est bien Cosinus. le cosinus. Bon, on peut calculer ça. P, c'est ici Fois G. M1G fois cos de 36,87 degrés. Alors, M1, c'est 1 kg. Petit g, on va prendre 10. Et ce chiffre-là, on le prend parce qu'il est sympa, c'est 0,1.
8. Et donc j'ai ici une normale de 8 newtons. Ça va pour tout le monde là? Oui. Ouais, monsieur. Ok. Elle me sert à quoi ma normale? À faire mu-c fois n. Parce que c'est un frottement cinétique. C'est ça, j'ai un frottement cinétique, donc j'ai mu-c fois n. Alors pour l'instant, on est beaucoup en mouvement. Vous voyez, il y a des masses qui tombent, etc. Oubliez pas la statique et les frottements statiques aussi, hein. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de mouvements maintenant qu'on ne va pas vous poser de questions sur quelque chose de statique. Ok, donc ça c'est ma force de frottement. Je suis d'accord. Mais mon travail, c'est mu-c fois n fois quoi? Fois d fois cosinus entre les deux. C'est ça. Ouais, l'angle entre les deux. Et ici, c'est 180 de fait, parce que il est où mon vecteur D? Tension. C'est quand même celui de la tension. Alors, il va dans le même sens que la Oui. tension, mais D, c'est le déplacement. Ah. Donc, mon déplacement, je pars d'ici et j'allais jusque là. Il est là, mon vecteur D. C'est le déplacement de ma masse 1. D'accord? Ou pas d'accord? 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 Ok. Ouais. Donc, ici, je vais juste changer de manière d'écrire les choses. Je vais plutôt faire ça comme ça. Attendez. Là, c'est juste moi qui réécris pour faire un peu de gestion du tableau, entre guillemets. Top. Je fais juste réécrire ce que vous m'avez dit, mais un peu différemment et à côté. Alors, ce cos de 180, vous êtes d'accord avec moi que c'est moins 1? Oui. Ok, donc là, j'ai juste recopié ce que vous venez de me dire, hein. Ok, alors on va essayer de trouver ce dé, comme quelqu'un l'avait mentionné déjà auparavant. Est-ce que vous avez une idée de comment je pourrais trouver ce dé? Alors, je vais un peu le faire plus précis. 1 mètre, parce que le déplacement, comme l'exercice précédent. Exactement. Si ici je descends d'un mètre, ça veut dire que D est égal à 1 mètre. Et donc ici, on trouve que j'ai moins... Alors mu-c c'était 0,25. 0,25 c'est un quart, vous êtes d'accord avec moi? Mg, N pardon, c'est 8. On l'avait trouvé ici. Et D c'est 1. Alors vous voyez ici pourquoi j'ai écrit 0,25 comme un quart, comme ça on voit tout de suite qu'ici, j'aurai moins 2. Et juste pour rappel, c'est quoi l'unité d'un travail? Joule. Joule. Ouais. Donc ici, mes forces de frottement, elles font un travail de 2 joules. Ce travail, il est négatif. Ok, donc c'est super. Ici, en fait, je vais déjà trouver que j'aurai moins 2 égale. Et donc ici, il me manque 2 et là, j'aurai. Donc il me reste à trouver E1 et E2. Bah, je vous écoute. On remplace d'abord E1, hein? C'est comme vous voulez. Mais donc, ok. Au début, c'est quoi l'énergie de M1 au moment 1? C'est EC plus EP. C'est EC plus EP. C'est Ouais. quoi EC? Bah, c'est 1 demi MV carré. Ok, mais au début, V, il vaut quoi? C'est 0. C'est ça. Donc, c'est EC plus EP. Et au début, ici, ça vaut 0. Donc, il reste EP. EP, il vaut quoi? Comment c'est qu'il vaut 0? Parce qu'on te dit au début, en fait, que tout ton système, il a été lâché avec une vitesse nulle. Donc, on a tenu tout ça, et puis on le lâche. Et donc, si on vient juste de le lâcher, c'était immobile au début, t'as pas de vitesse. Si Ok. M2 n'a pas de vitesse,
Sa poulie, il n'y a pas de vitesse. Ta masse M1 n'a pas de vitesse, on est au début. Par contre, évidemment, pour la deuxième partie, ici, j'aurai aussi EC plus EP. Et j'aurai bien une vitesse ici. J'aurai un demi, M1, V carré. Mais au début, on est immobile. Ça va? Oui, Monsieur, vous pouvez revenir 2 secondes à la feuille précédente? Oui. Et c'est juste pour prendre une photo comme ça. Ah, ça marche. Voilà, merci monsieur. Pas de souci. Ok, du coup, il me manque ici mon énergie potentielle au début et à la fin. Quand on regarde l'énergie potentielle, quelle est la première chose à faire d'après vous? On regarde s'il y a une hauteur. Oui, on va choisir un niveau 0 en fait. Ça revient à la même chose de se dire, on regarde s'il y a une hauteur. Parce que si on voit que tous les deux sont au niveau 0, c'est qu'il n'y a pas de hauteur. Où est-ce que je mets mon niveau 0? là, tout en bas. Ça, c'est système 2. Quand tu dis tout en bas, ici? En fait, juste au-dessus, à côté sur le. Sur le M1. Ouais, voilà. Sur le M1. Ouais, du départ. Voilà. Alors, moi, je vais le faire ici, mais ça revient au même. C'est juste pour être plus cohérent avec ce que j'avais écrit. Je vais choisir ici mon niveau 0. Alors, Si on est idéalement, d'accord que les deux systèmes, enfin les deux moments, ils ont une référence différente. ils ont une référence différente. C'est Ok. exactement. Puisque d'un côté, on va écrire M1G fois, on va dire, une hauteur. Et de l'autre côté, on va écrire M2G fois une autre hauteur. Je vais l'appeler H'. Et vous voyez que ça touche des masses différentes. Et donc, comme ce sont des masses différentes, on peut choisir des niveaux de référence différents. Ici, je regarde la hauteur parcourue par M1. Ici, je regarde la hauteur parcourue par M2. Et donc, je peux choisir des références différentes. Et donc ici, je vais trouver que ma masse M2, elle a une certaine hauteur H. Ma masse a une certaine hauteur H. Je vais appeler ça, ou je vais juste appeler ça H. Ça vaut combien H ici? C'est quoi la hauteur par rapport à ce niveau-là? Donc, premièrement, ce qu'on peut déjà dire ici, c'est que mon énergie potentielle au moment 1, pardon, elle est d'accord avec moi? Au moment 1, mon énergie potentielle, elle vaut 0. Mais on peut la trouver puisqu'on a un triangle. Oui. Voilà. Avec L'énergie l'angle. potentielle au moment 2, ce sera M1GH et on va essayer de trouver H comme on a un triangle. Mon triangle, on sait quoi? On sait que j'ai un angle droit, que ici j'ai 1 mètre, que ici j'ai H et qu'ici j'ai 36,87 degrés. Donc comment est-ce que je peux trouver H? 1 sur le sinus de C'est ça. 30, 36. J'ai SOHCAHTOA, donc si je fais SO, j'ai le sinus de mon angle qui est égal à l'opposé, c'est H sur l'hypoténuse, c'est 1 mètre. Et donc comme tu l'as dit, non tu l'as pas dit en fait, tu as dit 1 sur sinus, mais ce sera 1 fois sinus. Ah D'accord? ouais, ouais. Pas aller trop vite, pas hésiter de réécrire juste carrément le saut et puis de faire la... Donc je trouve que ma hauteur, c'est sinus de 36,87 degrés et ça, c'est 0,6 mètres. Monsieur, l'hypoténuse ici, c'est pas le 1. Alors ici, c'est H comme la hauteur H, pas comme l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse ici, c'est 1. Et du coup, c'est pas sinus 1 sur H. Non, parce que tu vois, ça c'est l'hypoténuse, ça c'est l'opposé. Et tu vois que Ok, dans ah ok, saut, oui, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Ok, ouais, ouais, c'est ça. je me suis trompé de. Ouais. Ouais, il faut faire attention avec Mm. les... Ici, c'est H comme la hauteur, pas comme l'hypoténuse. Ok. Ok, donc, je vais reprendre ce qu'on avait dit. Ma masse
1 au début. Elle est immobile, elle est à son point le plus bas. Elle a donc pas d'énergie. Ma masse 1 à la fin, elle est en train de bouger. Comme elle est en train de bouger, elle a une énergie cinétique. 1 demi M1 V carré. Mais comme elle a monté, plus on monte, plus on a de l'énergie potentielle. Et donc elle a gagné de l'énergie potentielle. M1, G. Et alors ma hauteur ici, 0,6. c'est 0,6 mètres. Hop. Ok, bah maintenant on peut faire la même chose avec M2. C'est quoi l'énergie de M2? Vous m'aviez dit c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. J'aime beaucoup ce début-là. Est-ce qu'elle a une énergie cinétique, la masse M2, au tout début, quand on vient de la lâcher? Non, vu qu'il n'y a rien qui... Voilà, on vient de la lâcher, elle n'a pas encore de vitesse, donc ça vaut 0. Est-ce qu'elle a une énergie potentielle? Oui, Qui vaut combien? M fois G fois H. Le H qu'on vient de trouver, non? Alors, pas le H qu'on vient de trouver, justement. Ici, ça va être un autre Je sais H. pas. Je vais l'appeler H', par exemple. Alors, ça va être quoi ce H'? Ben, il faut C'est les toujours 1 mètre. regarder l'autre côté. Quand on est au moment 2, Et la masse monsieur, M2, l'énergie plus l'énergie potentielle, oui. ce H' là, c'est pas un mètre. Si, Ok. si. Bah, ça dépend de votre choix de référence. C'est pour ça que je préfère le faire des deux côtés en même temps. La masse M2 à la fin, est-ce qu'elle a de l'énergie cinétique? Non. Pourquoi? Euh, ah non, je suis trompé. Oui, parce que il y a une vitesse, non? Oui, c'est ça. C'est juste Genre, avant qu'elle touche, donc elle a une vitesse. ouais, Et est-ce qu'elle a une énergie potentielle? potentiel 0. Parce que si on prend. Voilà. Donc ici, pour le H', c'est très important que vous notez à un moment. Voilà, je choisis ici que ce soit l'énergie potentielle 0. Et du coup, là, je suis à une hauteur. Ma masse M2, elle a une certaine hauteur que j'ai appelée H', qui est égale à 1 mètre en fait. D'accord? Mais le fait de dire qu'ici, on est à 1 mètre, c'est seulement si on peut dire qu'ici, on est à 0. D'accord? Imaginons qu'on ait choisi un niveau ici, EP égale 0, et que là, on était à 1 mètre aussi. Bah alors, j'aurais trouvé ici M2G1, et là, j'aurais trouvé M2G2. Vous vous souvenez de ça? Qu'en fonction de votre choix de niveau 0, tout peut marcher, il faut juste être cohérent. Et donc c'est très important pour moi quand vous êtes en train de calculer une énergie potentielle, que vous mettez où est ce niveau 0, pardon. Même si pourquoi on l'a fait par rapport à l'énergie potentielle qui est égale à 0 qu'on a choisi en deuxième, mais pas celle de premier. Je sais pas si j'ai bien formulé. Pourquoi par rapport à Euh, ça et pas par et rapport à par ça? rapport à ça, oui. Parce que, hop, attends, je vais d'abord effacer ça, parce que ça c'était juste pour expliquer quelque chose. Hop. Parce que si on avait choisi ce niveau 0 là, il aurait fallu que tu trouves cette hauteur là. D'accord? Oui. Et cette hauteur là, tu sais pas du tout ce qu'elle vaut. Mm. Et tu aurais dû trouver cette hauteur là aussi. Et celle-là aussi, tu as aucune idée de ce qu'elle vaut. Mhm. Donc ça va pas t'aider à... En fait, il faut essayer de trouver un niveau 0 qui rend les calculs faciles. Typiquement, ce choix-là, c'était facile parce qu'on connaissait le côté ici du triangle, on connaissait l'angle. Ça nous permettait de trouver la hauteur facilement. Pour l'exercice qu'on vient de faire, enfin pour la partie qu'on vient de faire plutôt, ce choix-ci, c'est simple parce qu'on connaît déjà la hauteur entre en bas et en haut. Donc on va toujours choisir un niveau 0 qui nous permet de trouver facilement quelle est la hauteur. Ok, j'ai compris. Ouais. Ouais, ok. Ok, merci. Ok, donc si je résume ce qu'on vient de faire, l'énergie de la masse 2, au début on a une énergie potentielle qui est M2G fois 1 mètre.
Et à la fin, on n'a plus d'énergie potentielle, mais c'est devenu de l'énergie cinétique. En soi, dire que ceci est égal à ceci, ça aurait été le cas si on avait juste une chute libre. C'est-à-dire si je prenais ma masse M2 à 1 mètre et je la lâchais. Mais ici, on voit que l'énergie qui est là, elle va être convertie aussi dans l'énergie de la masse M1, l'énergie ici, l'énergie de la poulie. Et donc ma masse M2 va tomber moins vite, puisque au lieu de mettre toute son énergie dans la vitesse de M2, ça va aussi partir dans la vitesse de M1, ça va aussi partir dans le fait que la masse M1 a été montée, et ça va aussi partir dans le fait que la poulie tourne. En parlant de poulie, c'est quoi l'énergie de ma poulie au début? 0. 0. Pourquoi? Parce que la corde, elle tire pas. Ça tourne pas. Ça tourne pas, voilà. Elle n'est pas en train de tourner. Peu importe que la corde tire ou tire pas. Si la corde tire, ça veut dire qu'elle va tourner après. Mais si au moment où on regarde, ça tourne pas, alors il n'y a pas d'énergie cinétique de rotation, on est immobile. Et du coup, l'énergie de la poulie au moment 2, Mais là, il a tourné. Ça veut dire que oui, on tout va est dire bien que parti. c'est MGH, non? Alors MGH, c'est si tu vois ici, ta poulie, elle va toujours rester à la même hauteur. Donc il ne va pas y avoir de changement de hauteur. Ah ouais. Ouais, c'est I fois oméga. Enfin, pas oméga. Le travail au carré. Non, la vitesse angulaire. Voilà. Ma Sur poulie, elle 2. tourne, Ouais. et donc j'ai un Ah demi oui. I oméga carré. C'est exactement la même chose que ces termes-là, en fait, hein, sauf que c'est en rotation. Au lieu d'avoir une masse, on a un moment d'inertie. Au lieu d'avoir une vitesse, on a une vitesse. Ah ouais. Je te trompais. Et donc, on peut mettre tout ceci dans mon équation. Mon énergie 1, en fait, c'est juste M2G1. Et mon énergie totale en 2, c'est 1 demi M1V carré plus M1G fois 0,6 plus 1 demi M2V carré plus 1 demi I oméga carré. Nous, je vous rappelle ce qu'on cherche, c'est la vitesse. Et donc, on voit que là, on connaît tout le reste. Je vous propose de calculer tout ça ensemble à la page suivante. Donc, j'ai M2, G1, moins 2, égale 1 demi M1V carré, plus M1G 0,6, plus 1 demi M2V carré, plus 1 demi I oméga carré. Et donc, c'est ce que je vous disais. Au début, j'ai de l'énergie parce que j'ai ma masse M2 qui est en l'air. Là. Et elle va tomber comme ceci. Si elle tombait juste comme ceci, j'aurais eu M2G1 qui devient 1 demi M2V carré. Mais ici, c'est relié à tout un système. Et donc je perds de l'énergie parce que j'ai aussi la masse M1 qui va être accélérée. Et j'ai aussi la poulie qui tourne. Mais en plus, ma masse M1, elle monte. Donc M1, il gagne de l'énergie potentielle. Et il ne faut pas oublier ici que je vais quand même perdre de l'énergie à cause des frottements. C'était ici, moins 2, qui est le travail des forces de frottement. Ça, c'est un peu le résumé de ce qu'on vient de faire. Quand vous lisez cette équation, ça doit plus ou moins dire ça pour vous. J'ai une énergie de départ. On perd une partie de l'énergie à cause des frottements et c'est transformé en de l'énergie qui est plus cinétique. C'est très courant. Hein. L'énergie potentielle qui vient de l'énergie cinétique, c'est dès que quelque chose tombe. Reste à résoudre ça. Alors, allons-y
pas à pas. M2, c'est 1 kg. Vous voyez, j'ai gardé les données en haut à gauche, donc j'ai 1 fois 10 fois 1, je ne vais pas le noter. Moins 2, plus 1 demi fois 1 fois V carré, plus 1 fois 10 fois 0,6, plus 1 demi, M2 c'est 1 kg aussi, fois V carré, plus 1 demi. Alors, l'inertie d'un disque plein, c'est la masse de cette poulie fois R carré sur 2. Donc la masse ici, c'était 2 kg. Le rayon, c'était 0,1 au carré sur 2. D'accord, je vais juste écrire ça. Donc c'est 2 fois 0,1 au carré sur 2. Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce que je fais avec oméga? Oméga qui est la vitesse angulaire de la poulie. Essayer de la reconvertir en vitesse normale. Oui, c'est ça. J'aimerais bien dire que oméga, c'est la vitesse fois quelque chose. C'est quoi mon lien entre vitesse et oméga? C'est rayon, non? Ok, et il va où, comment? C'est V sur R. Hein? C'est V sur Oméga. R. C'est ça. V, c'est égal à oméga R. Et du coup, oméga, c'est égal à V sur R. Et donc ici, j'ai V sur R au carré. Et mon rayon de ma poulie, c'est 0,1 au carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, du coup, que je peux simplifier mon rayon ici et mon rayon ici? Oui. Là, j'ai le rayon au carré. Et ici, j'ai le rayon au carré. Donc, ça peut se simplifier. Monsieur, Oui, le V, c'est quoi en fait le V? le V, c'est la vitesse. La Ah, vitesse au moment 2. J'aurais pu appeler ça V, la vitesse au moment 2. Mais comme la vitesse au moment 1, c'était 0, j'avais pas besoin de faire la distinction entre quelle et quelle vitesse. D'un côté, j'ai 0, de l'autre côté, j'ai la vitesse à la fin. C'est vraiment ce qu'on cherche. C'est la vitesse à laquelle on vient taper ici le sol. Imagine que tu mettes des Playmobil ici pour jouer avec ta petite sœur. Tu aimerais bien savoir si ça va bien marcher ton petit schéma et qu'elle va les voir descendre comme un ascenseur et se poser doucement au sol, ou est-ce qu'ils vont taper le sol à 30 km et voler dans tous les sens. J'invente, hein, mais c'est un peu l'idée. Tu aimerais bien savoir ici à quelle vitesse tu vas toucher le sol, est-ce que ça peut marcher ceci pour faire descendre des objets ou pas. Donc ici j'ai 10 moins 2 égale 1 demi V carré plus 10 fois 0,6, ça fait 6, plus 1 demi V carré, plus ici, si je regarde ce qui me reste, j'ai 1 demi fois 2 sur 2 V carré. Ça va ce terme-là? J'ai encore le 2 là, le 2 là, et puis il me reste le V carré. Je vais isoler les V carrés d'un côté et le reste de l'autre. Donc de l'autre côté, ici j'ai 10 moins 2. Je vais faire passer ce terme-là sans V carré de l'autre côté. Donc ça me fait moins 6. Et donc à droite, il me reste 1 demi V carré, ce terme-là, plus 1 demi V carré, ce terme-là, plus alors ici 2 sur 2, ça fait 1, donc j'ai encore 1 demi V carré. 10 moins 2 moins 6, ça fait combien? 2. 2. Merci pour les réponses dans le chat. Je les vois chaque fois un peu tard, mais de fait, MP c'est 2 kg et il est là en fait. C'est la masse de la poulie. Et ici j'ai 1 demi plus 1 demi plus 1 demi. Ça fait combien? 3 demi. Oui, c'est ça. 3 demi V carré. Et je trouve donc que V carré, c'est égal à 4 tiers. Ça va? Je fais ici, pour enlever le 3 demi, je dois faire fois 2 tiers de chaque côté. Vous voyez, comme ça ici, ça s'annule. Donc ça fait bien 4 tiers. Et donc j'ai V égale racine de 4 tiers. Alors,
Si vous êtes en cours de mécanique, vous prenez votre calculette, vous faites racine de 4 divisé par 3, ça vous fait 1,15 mètres par seconde. Par contre, si vous êtes au cours de mathématiques, vous êtes censé savoir simplifier ce genre de fraction. Donc racine de 4 tiers, c'est comme si j'avais racine de 4 divisé par racine de 3. Racine de 4, ça fait combien? 2. 2 sur racine de 3. Et on ne laisse jamais de racine en bas. Et donc pour enlever la racine en bas, Fois racine de 3 sur racine de 3. exactement. Et donc on voit qu'au numérateur, ça devient 2 2 racine de racine 3 de sur 3. 3 et en dessous sur 3. Ça va? Alors, si vous mettez ça à l'examen, j'accepte cette valeur aussi, hein. C'est juste que nous, si vous notez ceci ou ceci, c'est bon. Les deux sont OK en méca. En maths, c'est celle-ci qui est bonne, hein. Donc méfiez-vous. Et ici, bon, j'ai pas la place, mais c'est 2 mètres par seconde. Est-ce que ça va pour tout le monde, cet exercice, ou pas? Ouais. En fait, il est assez semblable à ce qu'on vous avait demandé de faire, hein, à celui-ci. Il y a aussi une poulie, il y a aussi une masse et tout. La seule différence, c'est qu'ici, il y avait en plus un couple résistif et un ressort. Mais celui-ci, ce que vous deviez faire, est un peu plus simple parce qu'il n'y avait pas tout ce jeu ici avec le plan incliné. Voilà. Alors, l'énergétique, au final, c'est toujours la même chose. On regarde mon système. Ici, mon système, c'était composé d'une masse, une deuxième masse et d'une poulie. On repère bien les deux moments qu'il y a. Et moi, souvent, je vous conseille de les représenter parce que vous voyez, après, ça permet de bien voir les déplacements qu'il y a, les hauteurs, etc. Et il faut regarder en plus, est-ce que j'ai des forces extérieures qui font un travail. Force de frottement, un couple résistif. Et en soi, c'est plus ou moins tout ce qu'on a vu, hein, frottement et couple résistif. Une fois cela fait, ben, ça revient à calculer pour chaque élément du système, est-ce que j'ai une énergie cinétique? Est-ce que j'ai une énergie potentielle? Est-ce que j'ai une énergie d'un ressort? Et puis de Monsieur, résoudre. Oui, pourquoi dans le deuxième exercice, il n'y a pas de couplet résistif? parce qu'on a supposé que la poulie était sans frottement, Ah, ok. simplement. Et aussi pour pas rajouter encore et encore et encore des termes. Mais sinon, s'il y en avait eu un, on aurait rajouté ici plus le travail du couple résistif. Et ça aurait été la même chose. Le travail du couple résistif, c'est moins le couple résistif fois l'angle. Et ici, il aurait encore fallu dire, bah tiens, si j'ai un rayon, un angle θ et une longueur ici, alors j'ai le lien, la longueur c'est θ fois r. Et donc θ, c'est L sur R. Et donc j'aurai ici moins le couple résistif fois L. Bah ici on descend de 1 mètre, donc ça veut dire que j'ai tourné de 1 mètre. Donc fois 1 mètre sur le rayon de la poulie. Et donc ça aurait été un terme en plus. Enfin, en terme en moins en fait. Monsieur, Oui. et pourquoi c'est moins le couple résistif? Il y a deux manières de le voir. Soit il faudrait le faire avec un produit scalaire, mais là c'est un peu compliqué et ça m'intéresse pas trop. Le plus simple, c'est de vous dire ici, quand on a un travail, si c'est plus, alors pas au niveau de la formule, hein, mais dans les formules juste ici après, en deuxième ligne. Donc si ici j'ai plus 10 par exemple, ça veut dire que c'est quelque chose qui ajoute de l'énergie à mon système. Par exemple, si j'avais un moteur qui pousse mon système. Si j'ai moins, par exemple moins 10, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui enlève de l'énergie à mon système. Et donc des frottements, quelque chose qui freine, à ton avis, ça ajoute ou ça enlève de l'énergie? Ça enlève. Ça enlève. Et donc c'est comme ça qu'on peut voir le moins. Sinon, en vrai, ton
Je peux te faire l'explication compliquée, mais pour moi, ça me suffit si tu sais déjà m'expliquer que c'est moins parce que ça enlève de l'énergie au système. Mais ta poulie, ici, elle tourne comme ça, d'accord? Ça veut dire que le vecteur du couple résistif, il rentre dans la feuille. Tu es d'accord avec moi? Si tu mets ton pouce qui rentre dans la feuille, tu vois que tes doigts, ils tournent dans ce sens-là. Oui. Pardon, je dis le couple résistif, je voulais pas dire le couple résistif, je voulais dire ta poulie, elle tourne par là, donc θ, ton déplacement, il va dans ce sens-là. Toi, ma poulie, elle tourne comme ça, ici, puisque ça tourne là. Par contre, ton couple résistif, lui, il va dans l'autre sens. Ton couple résistif, il s'oppose au mouvement, donc il va comme ceci. Donc ça veut dire que ton couple résistif, son vecteur, il est comme ceci. Et tu vois que donc tes deux vecteurs, ils sont dans le sens opposé. J'en ai un, je tournais tout de 180 degrés, j'aurai le couple résistif qui va par là, et mon angle θ qui va par là. Donc tu vois qu'il y a bien un angle de 180 degrés entre les deux. Donc théoriquement, c'est un produit scalaire entre les deux. Et le produit scalaire donne un moins. Mais c'est un produit scalaire selon Z. Et donc, de mon point de vue, vous pouvez juste tout de suite vous dire que les couples résistifs, il va être opposé au déplacement angulaire. Ça va être quelque chose qui va freiner le système, donc c'est un moins. Ça va? Je t'ai plus ou moins convaincu ou je t'ai juste complètement perdu? Non, j'ai compris. Ouais, sûr? Oui. Oui. Ok, super. Alors, c'est bien ça, voilà. Pour des raisons du style, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de couple résistif, pourquoi il n'y a pas de ressort, etc. C'est parce qu'on ne fait pas toujours les exercices plus compliqués. L'exercice récapitulatif, mon but, c'était de tout vous mettre dedans. Comme ça, entre guillemets, si vous avez bien compris l'exercice récapitulatif, vous êtes capable de faire plus ou moins n'importe quoi avec l'énergie. Maintenant, à l'examen, dans d'autres exercices, et même dans la vie réelle, tout simplement, il n'y a pas toujours tout. Il n'y a pas toujours des ressorts, il n'y a pas toujours une poulie qui freine très fort, il n'y a pas toujours des frottements sur la surface. Et donc, on n'a pas toujours l'exercice avec tout dedans. Sinon, vous voyez quand même que c'est assez long à résoudre, il y a beaucoup de termes. Voilà, voilà. Ok, alors si ceci c'est bon, on va passer à l'exercice 10, qui vient du Friedman et Young. Alors pour l'exercice 10, une fois n'est pas coutume, on va travailler avec 9,80. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un exercice concret en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous regardez un ascenseur, et que vous regardez tout au fond de la cage du guide, vous allez avoir un ressort. Ce ressort, en fait, il a pour but de pouvoir poser l'ascenseur tout en bas pour des maintenances et d'amortir légèrement. Typiquement, si vous voulez poser votre ascenseur tout en bas, il ne doit pas s'arrêter au centimètre près. Il peut aller un peu trop bas, un peu trop haut pour amortir le ressort. Ça, c'est le vrai but de ce ressort. Il n'est pas du tout là pour être capable d'arrêter l'ascenseur en cas de chute libre. Et on va faire les calculs pour voir un peu, tiens, imaginons qu'il y ait une rupture. Vous voyez ici, j'ai mes câbles qui sont cassés et j'ai mon ascenseur qui commence à tomber en chute libre. Alors, il n'est pas tout à fait en chute libre parce que il va y avoir ici des rigues de sécurité qui vont se mettre pour freiner l'ascenseur. Comme l'ascenseur est freiné, on a ici une force de frottement, on vous la donne, on ne vous demande pas de la calculer, de 17 000 newtons vers le haut. Donc j'ai mon ascenseur qui tombe, il est freiné par 17 000 newtons vers le haut, il pèse, enfin il a un poids de 2000 kg, et il touche un ressort ici qui est au repos. Il le touche à quelle vitesse? À 25 mètres par seconde. Donc je ne sais pas si vous êtes en train de visualiser, j'ai un ascenseur, il touche mon ressort à 25 mètres par seconde, il est freiné par une force de frottement, il est attiré par son poids vers le bas, et on vous dit qu'il comprime le ressort de 3 mètres.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à l'arrêt une fois qu'il a comprimé le ressort de 3 mètres. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien par design. Et donc, on aimerait bien trouver quelle doit être la constante de raideur ou de rappel K de mon ressort pour que ça marche sur 3 mètres. On n'ait pas besoin de 2 mètres ou de 5 mètres ou quoi. Est-ce que l'énoncé de l'exercice c'est clair pour vous? Pas. Monsieur, Oui. vous pouvez pas recommencer à partir des 3 mètres là, j'ai pas très bien compris. Donc, ici, il y a deux moments. Il y a le moment 1 et le moment 2. Le moment 1, c'est quand mon ascenseur vient de toucher le ressort. Ouais, il a sa position d'équilibre. Ce moment 1, on le touche à 25 mètres par seconde. Et le moment 2, c'est quand le ressort, il a été comprimé. Tu vois ici, il est très comprimé. Il a été comprimé de combien? De 3 mètres. Et donc au moment 2, mon ressort est comprimé de 3 mètres et mon ascenseur est enfin à l'arrêt. C'est plus clair? Monsieur, c'est le même ascenseur. C'est le même ascenseur. Ok. Oui, c'est plus clair. Ça, de mémoire, je ne l'ai pas noté, mais ça vient du Friedman and Young, je pense. Qui est un bouquin de référence de mécanique en anglais. Pour ça ici d'ailleurs que c'est W pour le poids. Le poids en anglais c'est weight. Ok. Eh ben on va résoudre ceci. Comment est-ce que vous feriez si je dis ici c'est mon moment 1 et mon moment 2? On a l'énergie E1 qui est égale à l'énergie E2. Enfin, plus le... ouais. Non? Plus quoi? Enfin, plus les frottements de sécurité. C'est ça. Donc ça c'est, je dirais que c'est la première chose à écrire. C'est idéalement si moi je résoudre un exercice, je commencerai toujours par ça. Est-ce que j'ai conservation de l'énergie ou est-ce qu'il y a des travaux ou quoi? Ici il y a le travail de fausse frottement E1 plus le travail est égal à E2. Reste à calculer E1, le travail et E2. Ça vaut quoi l'énergie en 1? C'est 1 demi mv carré 1 demi M. plus mgh. Et H il vaut combien? Je sais pas. C'est pas 6 mètres. Il n'y aura pas de travail du ressort. Alors pour l'instant on est encore dans E1. Ok, On a- ouais, ouais, ok, ouais. Ben, ce sera 3 mètres. 103 mètres. Alors, Plus... pour MGH, toujours choisir un niveau 0. Et donc ici, si tu me dis 3 mètres, ça veut dire que votre niveau 0, vous l'avez choisi ici. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça doit être un réflexe. Je choisis un niveau 0. Un niveau où mon énergie potentielle vaut 0. Et donc, ça veut dire que mon H, en fait, il est là. Il vaut donc 3 mètres. On pouvait pas le mettre... Enfin, le EP0, on pouvait pas le mettre tout en bas. Parce qu'on connaît pas Voilà. la longueur enfin, de ressort comprimé. Voilà, on connaît pas cette longueur-là. Ok. En fait, tu aurais pu. Mais alors, tu aurais eu quelque chose comme ça. Regarde, tu vas voir, c'est pas hyper... Ici, j'aurais eu, par exemple, je vais appeler ça X parce que je connais pas. D'accord? Mhm. Et là, j'aurais eu X plus 3 mètres. Ce qui fait que dans E1, j'aurais eu des trucs, mais j'aurais eu mg x plus 3. Et dans E2, j'aurais eu mg x.
Et comme il se Ouais. retrouve de part et d'autre de l'équation, j'aurais pu simplifier ces mgx. Et donc ici, j'aurais juste eu mg3. Donc plutôt que se casser la tête avec un x ici qui va de toute manière s'annuler, autant choisir tout de suite le niveau 0 qui vaut vraiment 0 à un endroit. Ok. Ok. Hop. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Ok, est-ce que j'ai encore quelque chose dans l'énergie 1? Non, il n'y a plus rien. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien? Ben, il y a l'énergie cinétique et l'énergie de... Il reste l'énergie de frottement, le travail. Oui, ça, ce sera la deuxième partie, celle-ci. Ouais. Alors moi, je vais juste le noter comme ça. Évidemment, c'est pas obligatoire, hein, mais ça, il y a aussi l'énergie du ressort. Mais mon ressort, il est à l'équilibre à ce moment-là. C'est juste avant qu'on vienne le compresser, le comprimer, et donc il n'a pas d'énergie dedans. D'accord? Mais donc pas oublier qu'ici on regarde tout le système. Donc l'énergie 1, en fait, c'est l'énergie de l'ascenseur au moment 1, plus l'énergie du ressort au moment 1. D'accord avec moi? Et Ouais. Ok. Alors, le travail des forces de frottement, ça vaut quoi? est égal à mu Cn, moins mu Cn fois 2. Comme ça? Fois d. Fois D? Ok. Il vaut quoi D en fait? Je sais pas. 3. 3, voilà. Tu vas être freiné, tu vas te déplacer de là à là en fait. Ça, c'est ton Oui. déplacement. Et donc, tu vois que tu te déplaces de 3 mètres. C'est quoi mu C, c'est quoi N? Le n, ben, on connaît pas n. On connaît pas N. Est-ce qu'on connaît mu C? Il est pas dans les données. Il n'est pas dans les données. On le connaît pas, non? Coefficient de frottement. On Qu'est-ce prend qu'on une vous valeur donnait? entière. Qu'est-ce qu'on vous donnait dans l'énoncé? Si on regarde le schéma ici, ça c'est quoi? Frottement. La force de frottement. Et mu C N, c'est quoi? Le frottement. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est 17 000. 17 ou Voilà, 17 000. c'est 17 000. C'est Ouais. en anglais, donc c'est les virgules, c'est le séparateur des milliers. Donc ici, en fait, j'ai 17 000. Ça, c'est la force de frottement. Fois 3. D'accord? Mu C N, c'est... On va pas toujours vous donner mu C N. On pourrait aussi directement vous donner la force de frottement, ce qui est encore plus simple, en fait. D'accord pour tout le monde, ça? Le 17 000 fois 3 ici? Non, c'était juste la notation que on n'a pas reconnu Ouais, le c'est ça. frottement. Le problème quand on prend ça dans notre bouquin. Mais donc ici, ouais, voilà. Des forces de frottement constantes de 17 000 newtons. Ah, ok. Ça aurait été plus clair si je l'avais noté là. Ouais. Et ça, c'est égal à quoi?
est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vitesse et on est à l'énergie potentielle est égale à 0. Mais le ressort, il a énergie, non? Exactement. Donc, vous voyez ici, Ah, on a les trois mêmes termes. Énergie cinétique, énergie cinétique. Énergie potentielle, énergie potentielle. Mais j'ai aussi le ressort. Et mon ressort, lui, il a stocké de l'énergie en lui. On a donné plein d'énergie à mon ressort puisqu'on l'a comprimé. Et c'est quoi l'énergie d'un ressort? C'est le coefficient raideur fois l'élongation au carré sur 2. Et c'est quoi l'élongation ici? 3 mètres. Ça va pour tout le monde, ça? Ça, c'est mon énergie cinétique, mon énergie potentielle, et ça, c'est l'énergie du ressort. Voilà, pour moi, si vous arrivez à faire ça à l'examen, grosso modo, vous avez 16 sur 20, et peut-être que après juste résoudre l'équation, ça vous donne 20 sur 20, mais voire 18 sur 20, en fait, même, si vous réussissez juste à écrire ça. C'est vraiment la partie la plus importante du problème, être capable de trouver ce qu'il y a dans chaque énergie, dans chaque travail, et de faire le lien entre énergie et travail. Donc le lien entre énergie et travail, il est là. Et ici, trouver chacune des énergies, chacun des travails, chacune des énergies. monsieur, Oui. à l'examen, on peut toujours résoudre avec l'énergie. Ou Euh, il y en alors, a. on vous donnera des exercices, vous les résolvez comme vous voulez. Maintenant, ce ne sera pas toujours possible de s'en sortir avec l'énergie. Tu vois que dans l'énergie, on parle avec l'énergie cinétique de vitesse. Avec l'énergie potentielle, on parle de hauteur. Et donc, si on te demande des vitesses et des hauteurs, l'énergie, souvent, c'est mieux. Par contre, si je te demande quel est le temps que met pour l'ascenseur pour s'arrêter, par Vas-y. exemple, Ok. là, tu n'as pas le choix, tu vas devoir faire de la cinématique. Si je te Oui. demande quelle est la force, quelle est l'accélération, là, tu n'as pas le choix, tu vas devoir faire de la dynamique. Oui. Et Ou de vous la ne dites pas, statique. monsieur, que voilà, cet exercice correspond à l'énergétique, cet exercice correspond Non, là, c'est à vous Ah, de ok. voir ce que vous voulez employer. Parce Ok. qu'il y a aussi des cas où vous pouvez employer plusieurs choses. Donc ça, c'est à vous d'être capable de repérer ce qu'on vous demande. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas 36 chapitres, hein. Dès qu'on vous parle de force, c'est de la dynamique ou de la statique. Dès qu'on vous parle de quel est le temps qu'il met pour arriver à tel endroit, en gros, qu'on parle du mouvement, c'est de la cinématique. Et l'énergétique, ça vous permet de faire un peu tout, en fait. Parce que vous voyez que dans l'énergétique, il y a quand même moyen, en fonction de ce qu'on vous donne, de trouver certaines forces, puisqu'on a parfois force fois D pour le travail. Donc si on vous dit, je mets 5 mètres pour m'arrêter, vous pouvez trouver la force qu'il faut pour perdre toute votre énergie. Ça, c'est une question de ce que vous préférez employer. Mais à l'examen, non, c'est la première chose que vous devez savoir faire, c'est de détecter le type d'exercice. D'autres questions ou on résout ça? Non, on peut continuer à résoudre. Ça marche. Donc j'ai ici 1,5. La masse de l'ascenseur, c'était 2 tonnes. Donc 2000. Il arrivait à 25 mètres par seconde au carré. Plus 2000 fois 10 fois 3. Ça, c'est son énergie potentielle. Si vous avez dit 9,81. Ah oui, t'as raison. J'avais déjà oublié. Merci. Ah, petit. Ouais, de fait, j'aurais dû le renoter ici. Hop. Fois 3. Moins l'énergie qu'on perd à cause des frottements est égal à K. Ça, c'est ce qu'on cherche. Tiens, il me faut quoi comme ressort pour réussir à m'arrêter sur 3 mètres? Fois 2. Fois 9, c'est divisé par 2. 9 du 3 au carré. Ok, ben, du coup, on peut taper ça à la calculette. Ici, j'aurai 1000 fois 25 au carré. Je suis en train de tout taper à la calculette, hein. Plus 2000 fois 9,80 fois 3, moins 17 000 fois 3.
Donc ici à gauche, je trouve 6, 3, 2, 8, 6, 0 égale 4,5. K et donc K est égal à 140 635,55 newtons. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, tous ces chiffres-là, ils ne représentent pas grand-chose. J'en ai pas beaucoup parlé, mais ici, vous voyez que je donne la valeur à 3 chiffres près. En gros. Ici, je la donne à 3 chiffres près. Ici, je ne suis pas très précis. En soi, c'est pas la même chose d'écrire 25 ou 25,0. Quand on écrit 25, normalement, ça veut dire qu'on n'est pas sûr du dernier chiffre. Quand on écrit 25,0, on n'est pas sûr du dernier chiffre. Donc ici, ça voudrait dire que c'est 24, 25 ou 26. Alors que dans la deuxième manière de l'écrire, ce serait 25,1 ou 24,9. Et donc, en gros, ici, ça n'a pas de sens d'être plus précis que 2-3 chiffres après la virgule. Et donc, je pourrais écrire que K, c'est égal à 140 kilonewtons. Parce que ces chiffres ici ne représentent pas grand-chose. Alors, attention, là c'est plus une discussion pour nous, qu'on ne va pas vous demander de faire à l'examen, mais c'est pour votre apprentissage. Donc, avoir tous ces chiffres après la virgule n'a pas un grand intérêt. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un c'est 140 635 newtons, c'est 140 000 newtons. Maintenant, quand vous allez faire les calculs qui suivent, il faut évidemment garder le chiffre le plus précis possible. D'ailleurs, vous voyez que dans l'énoncé, j'ai même été encore moins précis. J'ai dit que c'est 1,41 fois 10,5 newtons par C'est mètre. pas des newton-mètres, parce que vous avez pas mis ça. Exactement. C'était Ouais. ce que j'allais vous demander comme question, mais comme tu l'as trouvé tout de suite, c'est parfait. Bon, comme je viens de donner la réponse aussi, c'était plus ça. Monsieur, je comprends pas trop ce que ça veut dire Newton-mètre. C'est des newtons par mètre. Attention, newton-mètre, c'est ça. 1 Newton par mètre. Alors, des newtons par mètre, c'est la constante de raideur. En fait, c'est assez simple. Ça veut dire que si tu compresses ou étires ton ressort d'1 mètre, il exerce une force de 140 000 newtons. Tu exerces 140 000 newtons par mètre. Ah, ok, oui. Ouais. C'est vraiment ça que ça veut dire. Ok. C'est comme, tu vois, 10 km par heure, si tu fais 10 km en 1 heure. Ah, ok, j'ai compris. Ouais. Merci, monsieur. Pas de souci. C'est pour ça que c'est important que ce soit par mètre et pas mètre, parce que fois mètre, alors là, c'est différent. Ça, c'était la question A, de trouver donc ce ressort. Donc, je vais le renoter. Ressort avec une constante de raideur de 140 000. Bon, je vais noter le reste, 635,55 newtons par mètre, et donc bien vu pour l'unité. Magnifique. Hop. Monsieur, vous pouvez revenir juste après, juste avant pour que je prenne. Oui. Je vous mets toujours ça sur en live après. Hein. Ah, ok, c'est fait, monsieur. Donc, sur le site du cours, vous avez chaque fois les slides après si vous voulez. Maintenant, si vous prenez des notes, tant mieux. Enfin, il n'y a pas de souci à demander. Mais juste, je vous le rappelle. Pour le B, on vous dit, OK, mon ascenseur, il arrive en bas. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, vous imaginez, j'ai un ascenseur qui tombe. Il y a un ressort ici prêt à le recevoir. Et puis, mon ressort se compresse et j'ai mon ascenseur qui vient dessus. Qu'est-ce qui devrait se passer d'après vous après? Le ressort reprend sa position initiale. Le ressort, voilà, il va relibérer son énergie et moi, je vais repartir vers le haut. C'est comme une balle magique. Si une balle tombe sur le sol, elle va tomber sur le sol puis rebondir vers le haut. Et donc, on aimerait bien connaître un peu, dans un premier temps, c'est quoi l'accélération ici donnée par mon ressort? Ça, c'est la question B. Quand je suis tout en bas, donc quand je suis ici, c'est quoi l'accélération
que subit mon accélérateur, mon ascenseur, pardon, vers le haut. C'est clair là, ce qu'on vous demande ici ou pas? C'est ce que le ressort il a emmagasiné, non, monsieur? Alors, ce que le ressort a emmagasiné, c'est de l'énergie. C'est pas une accélération. Ok. Et donc là, en fait, ça vient à la discussion qu'on a eue il y a pas très longtemps. Quand on parle d'accélération, on va plutôt parler de quoi? De cinématique, de dynamique, d'énergétique? C'est dynamique. De C'est la somme dynamique. de force égale à M1. Voilà. Ici, je vais avoir la somme des forces est égale à M1. Et donc, c'est quoi mes forces quand je suis ici tout en bas? Quelles sont les forces qui jouent sur ma cabine d'ascenseur? Les forces de frottement. Il y a les forces de frottement. Le poids. Que je dessine comment mes forces de frottement? Vers le haut. Donc j'ai des forces de frottement comme ça. Mhm. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et le poids vers le bas. J'ai le poids vers le bas. C'est tout? Ouais. Qu'est-ce qui fait que mon ascenseur il va repartir vers le haut? C'est la normale, non? Réaction du ressort. Réaction. C'est le ressort qui pousse dessus. C'est la force de Ah. rappel du ressort. Et monsieur, la normale, on la met ou Qu'est-ce que tu appelles la normale? genre l'inverse de P, genre parce que Alors, bah, en fait ici, P c'est la réaction que tu subis du sol. Mais ici, enfin, la réaction c'est sur quoi tu es posé de ton appui. Mais là, tu es posé sur le ressort et on a déjà en fait la force exercée par le ressort, c'est la force de rappel. Donc il n'y a pas de normal ici parce que tu n'es pas posé sur le sol. D'accord. Ton appui c'est un ressort et donc il y a une formule particulière pour les ressorts qui vaut pas n. Ah, d'accord. La grosse différence en fait c'est que le sol il s'adapte. Tu vois, si j'ai un petit poids, j'ai une petite normale. Si j'ai un grand poids, j'ai une grande normale. Un ressort ça s'adapte pas du tout. Un ressort c'est K fois son élongation ou sa compression. Et donc ça Ok. agit pas exactement comme une normale. Ok. Alors moi je suis quasi d'accord avec ce que vous avez écrit à un détail près. C'est que il faut un peu imaginer quand je suis tout en bas, mon ressort est comprimé et il va pousser super fort mon ascenseur qui est attiré par son poids ici. Donc là, votre ascenseur il aurait tendance à monter ou à descendre. À monter. À monter. Il va Et donc ça veut dire, il va s'envoler, monsieur. ouais, Parce littéralement. que- Ici, mes frottements, ils vont empêcher que je remonte en fait. Et donc mes frottements, ils changent de sens. Monsieur, donc, il va rester sur place ou il va repartir en haut? Bah, c'est ce qu'on va regarder. On va regarder si on a une accélération. Si l'accélération vaut 0, il reste sur place. Si elle était négative, en fait, c'est que les forces sont pas suffisantes pour y arriver, donc ça n'a pas de sens de faire ce qu'on fait. Et si elle est positive, c'est qu'il va remonter. Vous allez voir ici, il va remonter et il va bien remonter. Et genre, le ressort, on se dit qu'il est, genre, il est très dur. Genre, il va pas se casser. Oui, bah ici on a trouvé comment devait être le ressort pour que ça marche en fait. Ah, ok. Mais c'est des énormes ressorts. Hein. Je Ouais. vous ai pas préparé de photos, mais c'est vraiment c'est très gros quoi. Vraiment très très gros comme ressort. Alors ça pour info, 140 000 newtons par mètre, c'est plus ou moins la raideur des ressorts qu'il y a dans les suspensions des voitures. Pour celles qui sont sur ressort. Hein. Ce qui est plus trop le cas actuellement. Monsieur, ça dans les ascenseurs, il va tuer les gens qui sont à l'intérieur s'ils chutent. Oui, exactement. C'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, on a juste trouvé le ressort qu'il faut pour que ça arrête l'ascenseur. Mais on va voir l'accélération, ce que ça donne. Mais donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la force de frottement, elle change de sens, puisque maintenant l'ascenseur il va monter vers le haut, mes frottements ils empêchent d'aller vers le haut,
Ouais. Ça va? Faites attention à ça. Les frottements, ça s'oppose toujours au mouvement. Et donc, si ici on est en train de regarder quand je vais vers le haut, ça change de sens. Et donc, bon, si on veut être propre, normalement, je vais dire que Y va par là. Que X par ici, mais on s'en fout. Et donc, j'ai ma force de rappel, moins le poids, moins la force de frottement, égale M fois A, parce que A, il va vers le haut. Vous êtes d'accord avec moi? Pour tous les signes ici? Oui. Ouais. La force de rappel. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est la force de rappel d'un ressort, qu'on appelle aussi la loi de Hooke? C'est K fois l'élongation divisé par 2. Il n'y a Au pas de carré divisé divisé par 2. par 2. Ouais. Alors, l'énergie du ressort, c'est K dl sur 2, comme ceci. Ça, c'est l'énergie du ressort. Mais la force exercée par un ressort, c'est juste K fois delta L. Ça va bien faire la différence, force et énergie? Oui. Et donc ici, je vais juste avoir K fois la compression. Mon poids, c'est mg. Ma force de frottement, elle a juste changé de sens, mais ça freine toujours de la même façon, donc c'est moins 17 000, égale m fois A. Alors K, on l'a trouvé, c'était 140 635,55. Mon ressort, il est comprimé de combien? 3. 3 mètres, puisqu'on est en bas. Moins la masse, donc ici on avait un ascenseur de 2000 kg, fois 9,81, moins 17 000, égale 2000 fois A. Et donc ça veut dire que A est égal, alors je vais le calculer, à 192,64 mètres par seconde au carré. Est-ce que ça vous semble beaucoup? Bah ouais. Oui. Alors, une manière de l'exprimer, c'est combien de fois il y a petit g dedans. Donc si je fais ça, 192,64 divisé par petit g, 19 fois. ouais, grosso modo, c'est ça. Je vais tomber ici sur 19,6 g. C'est ça qu'on appelle des g. Une fois g, ça veut dire qu'on serait attiré, qu'on aurait une force égale à la gravité. 2 fois g à 2 fois la gravité. Ici, on est grosso modo à 20 fois la gravité. Monsieur, G, c'est pas notre poids fois une fois, deux fois, trois fois. Alors, si tu regardes ton poids, en Ouais. fait, ici, je vais parler de force, tu vois. Tu as F égale ma. Donc, si tu regardes ton poids, tu auras mg égale ma. Et donc, ma masse ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'accélération et petit g. Ok. Monsieur, j'ai pas très bien compris les. Vous avez dit c'est 20 fois quoi? C'est 20 fois... Attends, je vais l'écrire comme ça. 20 fois l'accélération Ah, l'accélération. terrestre. Tu vois, c'est 20 fois le petit g, c'est ça, un petit Le g. petit G, c'est 9,81. Oui. Mais alors 20 fois 9,81, ça fait pas beaucoup plus. Bah, ici, c'est 19,6, tu vois, j'ai arrondi. Si tu fais 19,6 fois 9,81, tu tombes sur 192 quelque chose. Ah, comme ça, ok. Donc là, c'est juste pour se rendre compte un petit peu
Une accélération de 192 mètres par seconde au carré, c'est comme si vous étiez accéléré par 20 fois la gravité. Donc en gros, là comme quelqu'un l'a dit plus tôt, s'il y a quelque chose dans cet accélérateur, imaginons que l'accélérateur, il y a encore moyen de le faire très solide, hein, de mettre dedans un bon alliage qui fait que ça va résister, ça va pas se plier et tout. C'est une grosse approximation, mais imaginons. L'accélérateur, il va peut-être résister. Ça va peut-être éviter qu'il s'écrase partout, quoi. Si vous, vous êtes à l'intérieur, vous allez avoir votre cerveau qui va se retrouver dans vos chaussettes, votre cœur qui va se retrouver dans vos chaussettes. Enfin, ça va pas aller, quoi, en Et gros. pourquoi le pilote d'hier, monsieur, il est pas mort alors? Pourquoi là? Le pilote là de F1 là. Alors, honnêtement, je sais pas. Wow, frère, ça a pas les mêmes, ça, c'est pas la même chose, hein. Alors, Mais j'ai pas suivi exactement combien de G il s'y était pris. Mais, à mon avis, pas 20. Mais monsieur, même si c'est 20 ou 25, c'est pendant un court moment qu'il a ramassé ça. C'est pas pendant 10 heures, hein. Ben, ça dépend. J'ai pas regardé exactement. Là, il faudrait que je regarde un peu. Mais il s'est pris combien de G, vous savez ou pas? je crois que j'ai vu 50. 50G. Ok. Maintenant, bon, le corps humain, c'est complexe hein, quand même. Donc, ça dépend le temps que tu te le prends exactement. Ça dépend aussi l'axe dans lequel tu te le prends. Si tu te le prends de face ou de haut en bas. Ok. Euh, et enfin, typiquement aussi, il y a des gens qui se prennent des arcs électriques et qui ont de la chance. Ça Ouais, dépend un c'est peu vrai. comment ton corps subit tout ça. Maintenant, il y a peu de Ça, chances d'y réchapper. ça, c'est En la plus, chance, c'est pas c'est... la dynamique. Voilà. On va dire qu'on ne voit pas ici. Maintenant, bon, dans l'ascenseur, vous avez zéro chance de vous en sortir, hein, parce que Ah ouais, vous allez complètement. être écrasé sur le sol et puis ça va rebondir. Donc vous allez vous faire écraser sur le plafond, puis sur le sol, puis sur le plafond, puis sur le sol. Donc là, On est en compote là. il faut un doctorat en chance pour s'en sortir, quoi. Donc dans une voiture, tu subis une très forte pression qui va commencer à t'écraser. Maintenant, tu as quand même un peu d'élasticité, donc si tu la subis pas pendant trop longtemps, tu vas avoir des dégâts, mais peut-être pas mortels. Même s'il y a quand même peu de chance, hein. Si la première chose qui va arriver, c'est que tu vas t'évanouir, typiquement. Si tu es dans un ascenseur, tu te fais écraser à répétition vers le bas, vers le haut. Et donc, si l'ascenseur lâche, c'est au niveau des freins qu'il faut que ça marche, au niveau des câbles. Il faut une force de frottement beaucoup plus grande que 17 000 newtons. C'est pas du tout le ressort qui est au fond. Il y a des gens qui pensent que le ressort est là pour vous sauver, mais Non, même non, si le pas du ressort arrive à vous freiner, par élasticité, il va vous lancer vers le haut. Non, non, monsieur, dans un ascenseur, il y a ce qu'on appelle les pattes de freinage. C'est C'est ça, des griffes géantes qui se frottent contre les parois. c'est ça, c'est exactement ça. Alors ça dépend un peu du type d'ascenseur, hein. Parfois c'est Ah plus oui, sur c'est les vrai. câbles, mais c'est vraiment au niveau du frein de l'ascenseur que ça va marcher. Votre ressort, il est juste là pour être posé en maintenance. C'est tout. Alors, de fait, si jamais il y avait des problèmes avec les pattes de freinage, mais il n'y a aucune chance que ça arrive en soi, bah, Ouais. votre ressort permettrait de diminuer les dégâts. Mais c'est tout ce que ça va faire. En fait, une fois arrivé au sol, le ressort permet de ne pas avoir encore un grand choc. C'est juste pour diminuer l'arrivée, quoi. Le faire en C'est ça. douce. C'est pour le permettre de le poser. Parce que il faut, pour tout ce qui est maintenant, si on veut le poser tout en bas, ben, si on voulait le poser sur le sol, imaginez quand même 2 tonnes, même si vous voulez la lâcher de 10 centimètres de haut. En plus, ça peut faire un effet de succion, c'est-à-dire que en s'écrasant au sol, il va enlever toute l'air qu'il y a là. Et donc pour le tirer, il va y avoir un appel du vide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que s'il est posé sur un ressort, il y a beaucoup moins cet effet. Voilà. Donc ça, c'est juste pour la mécanique. Ça permet de trouver le ressort qu'il faut si vous avez envie que s'il tombe, ça allonge de 3 mètres, etc. Ça permet aussi de voir que dans certains cas, ben, c'est pas prévu pour amortir des gens. Alors, on va terminer cet exercice avec le C. La question C, c'est du coup, tant qu'à faire, je vais vous la montrer ici. On a trouvé donc mon ascenseur, il descend. On a trouvé tout, comment ça se comprime et tout. On a trouvé ici l'accélération après qu'on subit. La dernière question, c'est mon ascenseur, il rebondit. Eh ben, jusqu'à quelle hauteur il rebondit? Ça va donc?
Alors pour rappel, on avait trouvé que K est égal à 140 635,55 newtons par mètre. Je vais juste vérifier, c'est ça. D'après vous? C'est de la cinématique. Alors ici, on cherche en fait une hauteur jusqu'où il rebondit. Donc on pourrait le faire en cinématique, mais ça risque d'être fort compliqué parce que mon accélération ne va pas être constante. Tu vois, plus mon ressort va se déplier, moins la force du ressort sera grande et donc on n'y arrivera pas en cinématique. Ok. On va donc faire de l'énergétique. C'est-à-dire que cette fois-ci, en fait, on va partir de cette situation-là. On est au moment où mon ressort est compressé. Ça, si vous voulez, c'est mon nouveau moment 1. Décidément, je ne sais plus écrire. Est compris. Est comprimé. C'est quoi l'énergie à ce moment-là? C'est l'énergie du ressort. C'est ça. J'ai pas d'énergie cinétique. J'ai pas d'énergie potentielle. Parce que je me serais mis ici. Hein. Par contre, mon ressort est comprimé. 1/2 K fois 3 au carré. Ça, c'est mon énergie à ce moment-là. Qui est exactement la même que ce qu'on avait trouvé avant. C'est cette énergie-là. C'est le même moment. On est en bas, le ressort est comprimé. Ensuite, je vais appeler le moment 2. Là, on demande jusqu'où il rebondit. Donc, le moment 2, c'est quand l'ascenseur a rebondi et est à sa hauteur, on va dire max. C'est-à-dire que mon ascenseur, il a fait quoi? C'est le petit schéma que je vous ai fait tantôt, il tombe. Et puis, il compresse le ressort. Et puis, il est relancé et il va remonter jusqu'à une certaine hauteur. Et on vous demande, c'est quoi cette hauteur jusqu'où il remonte? Et donc, H, on va le trouver grâce à E2. C'est quoi l'énergie au moment 2? Donc le moment où on a rebondi et on a une hauteur. H. 1/2 mv carré et mgh. Donc ici, il n'y a plus d'énergie du ressort. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord qu'il y a une énergie potentielle mgh. Par contre, je ne suis pas d'accord qu'il ait une vitesse. Monsieur, Oui, il n'y a plus l'énergie du ressort parce qu'elle elle a été propulsée là. c'est ça. Ton La ressort, il s'est capsule. complètement déplié. Il était Ok. compressé. Et là, il s'est complètement déplié pour que ton ascenseur remonte à une certaine hauteur. Ok. Alors, ici, on cherche le moment où on est le plus haut. Quand on est en haut, ça veut dire que toute notre énergie cinétique est devenue de l'énergie potentielle. Ah, ok. Autrement dit, si j'avais encore de la vitesse, ça veut dire que je pourrais continuer à monter plus haut. Là, je cherche l'endroit où je suis le plus haut vraiment. Après ça, il va redescendre. D'accord? Oui. Et je fais ça comme ça. Et j'ai E1 égale 2. Est-ce que j'ai un travail? Les frottements, ils restent toujours, non? Voilà, ils n'ont jamais disparu. J'ai toujours les forces de frottement.
hop. J'ai toujours des forces de frottement ici qui s'opposent. Oups, pardon, dans l'autre sens, puisqu'on remonte maintenant. J'ai toujours des forces de frottement qui s'opposent à ça. Donc j'ai plus travaillé des forces de frottement. E1, on vient de trouver que c'était 1/2 K3 au carré. Mes forces de frottement, c'est la même chose que tantôt. C'est moins 17 000. Et là, on frotte pendant sur quelle distance? Ben, c'est ce qu'on cherche, non? Voilà, c'est ce qu'on cherche. On va appeler ça H, la hauteur, ce qu'il en a des frottements. Et M2. Et 2, pardon, c'est MGH. Ok. Ça va pour tout le monde cette équation? En fait, j'ai de l'énergie dans mon ressort qui va être complètement libérée pour donner une énergie potentielle, ce qu'on va monter. C'est comme l'exercice que je vous avais donné avec la balle, en fait, si vous vous souvenez. Et sauf qu'ici, contrairement à la balle, il y a des forces de frottement. La balle, c'est quelque chose que je vous avais donné pour préparer le libre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je vous demandais jusqu'où monter la balle. Mm. Ok, pour résoudre ça, je peux mettre les H d'un côté et le reste de l'autre. Donc ici, j'ai 1/2 fois 140 635,55 fois 9 est égal à 17 000 H plus 2000 fois 9,81 H. Je peux mettre H en évidence. Donc ça va faire H fois 17 000 plus 2000 fois 9,81. Ça, je peux isoler H. À gauche, je vais le calculer. À gauche, ça fait 6, 3, 2, 8, 6, 0. Hop. Et Monsieur, je tombe. Oui, je comprends pas pourquoi c'est le même H en fait. quelqu'un sait lui expliquer ou pas? Parce que notre MGH, c'est quand l'ascenseur il est au point maximum en E2. Et du coup, c'est la hauteur maximum qu'on cherche. Ouais, c'est l'idée, mais Ouais. je vais réexpliquer, je Je pense. sais pas si c'est clair. Ouais. Ton ascenseur, tu vois, il est coincé. Bon, en fait, c'est plutôt à ce niveau-ci, mais il est coincé entre deux murs. On va le faire ça comme ça, c'est plus simple. Et donc, il part d'un certain niveau 0. Ça, c'est mon niveau 0. Et il monte ici sur une hauteur H. Et donc, tes forces de frottement, tu vas frotter de ici tout en bas et tout le long jusqu'à être arrivé en haut. Et donc ça correspond à des frottements sur quelle distance? Tu vois, tu as mes forces de frottement ici. Et là, tu as ma distance D qu'il parcourt. Et cette distance D, en fait, bah, c'est la hauteur qu'il a parcourue. Et donc, c'est H. C'est plus clair ou pas? Oui. Oui. Oui, monsieur? Ok, alors j'ai juste vérifié que j'ai pas fait d'erreur à la calculette. Non, c'est ça. Donc, ici, on voit que... Bon, vous pouvez un peu le deviner hein, en se prenant 20 G. Mon ascenseur, il va rebondir de 17 mètres vers le haut. Et donc, il va redescendre et il y aurait moyen de s'amuser comme ça, hein, de regarder, tiens, il redescend, à quelle vitesse, et donc il remonte jusque où, et il y aurait moyen qu'il va faire, je sais pas, j'invente un peu, mais 17,3 mètres, puis 15 mètres, puis 10 mètres, puis 3 mètres, et ainsi de suite. Ce que vous connaissez quand vous laissez tomber une balle au sol, typiquement. Monsieur, moi j'aurais mis sur mon dossier et ils sont morts à l'intérieur. Ils reposent en paix. Exactement, bah oui, c'est plus ou moins la bonne conclusion à avoir. Ça sert à rien de continuer plus loin, monsieur. Voilà, on peut s'arrêter là, c'est pour ça qu'on vous le demande carrément. Voilà, moi je suis arrivé où je voulais arriver aujourd'hui. La fois prochaine, on va passer à autre chose que l'énergétique. Alors, vous allez voir, j'ai passé certains exercices. Par exemple, j'ai passé celui-ci.
qui est un exercice encore plus simple avec un élastique. Les élastiques, c'est comme les ressorts, c'est la même loi. Je vais pas le faire avec vous parce que la fois prochaine, j'aimerais bien passer à ce qu'on appelle la conservation de la quantité de mouvement, puisque la fois prochaine, c'est déjà le dernier cours. Olé. Et donc, cet exercice 3 ici, de glissade que j'ai aussi pas fait, n'hésitez pas, vous avez accès au live des autres groupes. Et donc, n'hésitez pas à regarder ça si ça vous intéresse, c'est corrigé là-dedans. Je mets chaque fois plus ou moins la matière qui a été vue. Moi, je vous conseille, si vous voulez plutôt regarder d'autres groupes, de regarder le groupe B2, qui a plus ou moins le même niveau que vous, qui a le même genre de questions. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire de la recherche dans ce qui a déjà été expliqué. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez aussi m'envoyer un mail en me disant, voilà, monsieur, j'ai essayé de faire cet exercice-là, j'y suis pas arrivé. Voilà, n'hésitez vraiment pas. J'ai fait de mon point de vue les exercices les plus compliqués avec vous, ceux où vous avez le plus besoin d'explications. Ici, je peux vous l'expliquer très rapidement, si vous avez envie de le tester. C'est vous avez un pont. Avec un bonhomme qui va sauter. Et il a un élastique. Et en gros, si je le présente maintenant de profil, le pont fait 45 mètres de haut, le bonhomme et son élastique fait 40 mètres de long. Quand on dit qu'un élastique fait 40 mètres de long, ça veut dire que c'est sa longueur au repos. Et donc, on saute. Et puis ici, mon élastique, il va s'étirer sur 5 mètres. Dans l'énoncé, moi, je vais mettre n'oubliez pas de ramener les fleurs. Ouais, ici aussi, il va mourir. Mais j'aime bien faire mourir mes jambes. Et donc ici, l'élastique va s'allonger de 5 mètres. Et on vous demande à quelle vitesse on touche le sol. Et donc là, ça va être la même chose. Au début, j'ai juste de l'énergie potentielle, mg, et je saute de 45 mètres de haut, donc x 45. Ici, j'ai pas de travail, et donc j'ai juste l'énergie à la fin. Et l'énergie à la fin, j'ai plus d'énergie potentielle, mais j'ai une énergie cinétique, 1,5 mv carré, plus l'énergie de mon élastique qui suit la loi d'un ressort, donc c'est 1,5 k. Et attention ici, on est juste allongé de 5 mètres, puisque les 40 premiers mètres, mon élastique, il est juste au repos. Et vous avez ici conservation, puisqu'il n'y a pas de travail. Et voilà, cet exercice, ça c'est le A, grosso modo. Alors j'ai été très vite, hein, donc je vous laisserai un peu y réfléchir vous-même. Et ce qui est toujours intéressant, c'est d'essayer de comparer ça. Si vous résolvez tout ceci, vous tombez sur une vitesse de 20 mètres par seconde. Et tiens, mais tomber à 20 mètres par seconde, j'ai un peu du mal à imaginer. Bon, ça veut dire tomber à 70 km à l'heure, mais ça veut dire quoi? Et là, on pourrait se poser, et c'est le B. Si j'arrive en bas à 20 mètres par seconde, c'est comme si j'étais sauté de quelle hauteur, mais en chute libre, c'est-à-dire sans élastique. Donc sauter avec mon élastique ici de 45 mètres, ça revient à sauter de quelle hauteur sans élastique. Et donc en fait, c'est simplement que je sautais là. Donc mon énergie en 1, c'est mgh ici, et mon énergie en 2, c'est 1,5 mv carré. Et donc là, j'ai juste directement mgh égale 1,5 mv carré. Et là, vous allez trouver que h vaut donc 20 mètres. Et voici un petit exercice. Ça va, je vous laisserai un peu le faire, mais comme ça, vous avez l'idée générale, si vous voulez le faire chez vous. Sur ce, il est 10h30. Je propose qu'on s'arrête là. D'accord. Je vous souhaite une bonne semaine. Le jeudi, je vais aller à l'ULB tourner des vidéos sur des petites expériences qu'il y a là-bas où j'aurais bien voulu vous amener. Et donc, ce qui est à préparer pour la semaine prochaine arrivera jeudi soir, sans doute. D'accord. Du coup, comme ça arrive un peu plus tard, il y aura moins de travail que cette semaine-ci. Cette semaine-ci, c'était vraiment pour finir. Et ce sera un peu plus gai, j'espère. C'est-à-dire que mon but, c'est pour terminer le cours, de vous montrer plein de petites expériences où je vous explique juste ce qui se passe. Plus, bon, la quantité de mouvements qu'on doit encore voir.
Mais voilà, le libre de cette semaine-ci sera un peu plus gentil et plus fun, j'espère, pour vous. Monsieur, Oui, parce que monsieur Van Larbeck, il avait dit dans une vidéo que le dernier exercice, il allait être... mais c'est déjà celui que je vous ai donné. C'est celui que vous avez eu, dont on a parlé au ok. tout début du cours. Non, parce il avait dit... Oui, il était un peu motivé. Mais c'est déjà celui que je vous avais donné, qui reprenait Ok. de tout, tu vois, mais il avait exagéré en disant que ça prenait 5 heures. Hein. Mais oups, j'ai été trop loin. C'était celui-ci. Et monsieur, Oui, du coup, les expériences que vous allez faire à l'UEB, vous allez filmer ou pas? Vous allez faire une vidéo? oui, Ça, vous allez je revoir vois. ma tête après si longtemps. C'est cool, c'est cool. Ça... Monsieur, au revoir. Hein. Au revoir, passez une bonne Au revoir, journée, monsieur. bon courage Au pour revoir. la dernière semaine, Merci. enfin Au revoir, l'avant-dernière merci. semaine, et à Merci. bientôt. Au revoir, monsieur.